Désolé pour les quelques minutes de bus qui a fait quelques détours. On commence tout de suite. Ouais, je laisse tout le monde s'asseoir parce qu'on était quelques-uns dans le bus, donc je laisse les derniers s'asseoir et on va commencer doucement. Allez. Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être si nombreux dans cette table ronde qui va être dédiée aux questions d'intelligence artificielle dans l'aviation. Ça fait des années et des années qu'on participe à ces débats autour des big data. Les big data, c'est une réalité, on va en parler aussi. Et l'aboutissement, ça va être l'intelligence artificielle. Donc on a un panel d'experts que je vais les laisser se présenter. Sur lesquels on va aborder l'ensemble des sujets, l'ensemble des thématiques. Vous voyez que c'est particulièrement riche de la sécurité à l'écologie, de l'efficacité énergétique à économique, etc., l'accompagnement à la supply chain, l'ingénierie. Et donc pour ça, allez, on va commencer par Grégory oula, il y a des micros, je sais pas, on n'a pas vérifié les micros. Grégory pour Accenture, bonjour. Bonjour à tous, Grégory Bisseror, je suis Managing Director et je dirige l'ensemble des services d'IA et d'IA générative d'Accenture sur le périmètre France-Benelux. Alexandre, Open Airlines. Alexandre Ferret, Open Airlines. Moi, j'ai monté, je dirige une compagnie qui développe des logiciels d'écopilotage et de réduction des empreintes carbone des compagnies aériennes. Pierre Laourcade de SSP. Pierre Laourcade, directeur du développement et de la stratégie de l'ESSP. Et l'ESSP est un opérateur et un fournisseur de services satellitaires pour l'aviation. Marwan Shiva pour Eurocontrol. Bonjour, Marwan Chida, donc Eurocontrol, organisation internationale qui est gestionnaire de réseau européen de trafic aérien et aussi acteur dans la recherche et développement. Maxime Kless pour Soprasteria. Bonjour à tous, oui, Maxime Kless, Soprasteria, je suis Head of AI, donc je m'occupe de tout ce qui est intelligence artificielle, spécifiquement pour le vertical Aeroline de Soprasteria. Et Fabrice Valentin pour Airbus. Oui, bonjour à tous, donc chez Airbus dans le digital et je dirige les équipes d'intelligence artificielle. Alors, j'aurais une toute première question pour Accenture. Parce qu'on a justement parlé des big data pendant longtemps, on accède maintenant à l'IA. Qu'est-ce que c'est la vraie différence et qu'est-ce que c'est que cette transition qu'on attend? Est-ce qu'on attend encore plus de l'IA que des big data? Assez simple, on va revenir un peu dans le passé. Big Data, l'objectif était assez simple. On s'est rendu compte qu'on pouvait accéder à de la donnée, quelle qu'elle soit. Donc on a commencé à récupérer cette donnée qu'elle soit structurée, avec des nouveaux canaux qui n'étaient pas au départ identifiés, comme notamment tout ce qui est IoT, donc tout ce qui va être lié à des systèmes embarqués ou des systèmes qui ne sont pas forcément dans les systèmes d'information eux-mêmes. On a eu après l'accès à la donnée non structurée, avec notamment le texte, et ainsi de suite, les images, les vidéos et j'en passe. Ce qui s'est passé, c'est que toutes ces données, on a commencé à les activer au départ en analytique. C'est-à-dire que les humains, comme nous tous, avons défini les axes d'analyse que nous voulions sur ces données. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que malheureusement, l'humain, on est assez limité dans notre capacité à prendre des éléments multidimensionnels en compte. Je donne un exemple très simple. Si on vous jette 5 pièces devant vous, en fait, vous ne saurez pas compter 5 en les voyant dans leur globalité. Vous serez obligé de faire 3 plus 2 ou 4 plus 1. Pourquoi? Parce que nous, humains, on gère de la 3D, on gère du temps, on gère 4 dimensions en général, on n'en gère pas 5, ni 6, ni 7, ni 8. En tout cas, par notre conscience directement. Et donc, ce qu'on a vu, c'est qu'on avait la capacité avec l'algorithmie d'avoir des modèles qui permettaient de prendre en compte plusieurs dimensions, d'avoir plusieurs facteurs qui vont contribuer à une décision. Ces modèles nous ont permis finalement de faire du forecasting, donc de prévoir des choses, en prenant en compte beaucoup plus de dimensions, parfois des centaines, parfois même beaucoup plus, le cas échéant. Et on a aussi pu classer les choses, donc les mettre dans des segments particuliers. Donc ça, on l'a beaucoup fait au départ sur, on va dire, un grand spectre de données structurées et également sur du texte, par exemple, ou sur de l'image. Donc ça nous a permis d'avoir les premiers systèmes pour détecter des choses et pour ça, on avait des premières briques de machine learning et d'IA. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2016, on a eu un petit changement de paradigme avec une nouvelle technologie dans les réseaux de neurones profonds, ce qu'on appelle le deep learning, qui a permis finalement d'avoir accès à des modèles dits modèles transformers, qui permettent, avec des réseaux de neurones assez profonds, de prendre en compte en fait des éléments de contexte additionnels et donc d'arriver finalement à avoir des systèmes qui sont un poil plus intelligents parce qu'ils prennent du contexte en compte systématiquement. Et ça nous a créé ce nouveau moment ChatGPT que tout le monde a connu, avec forcément l'arrivée de ces modèles d'IA générative
Et on s'est rendu compte qu'on avait accès, grâce à ça, à du knowledge un peu à l'infini, c'est-à-dire qu'on pouvait activer du knowledge d'une manière à laquelle on n'avait pas pensé auparavant. Ça, c'était la première vague. Et elle n'est pas il y a si longtemps que ça, parce qu'elle est il y a 2 ans. Deuxième vague qui est arrivée, ce qu'on a appelé la multimodalité, parce qu'on s'est rendu compte que ces modèles, on avait la capacité aussi de les utiliser pour analyser et interagir avec plein d'autres types d'informations. Donc bien sûr des images, bien sûr aussi du son, bien sûr aussi de la vidéo. Et on s'est rendu compte aussi qu'on pouvait les utiliser pour accéder à la donnée structurée. Pourquoi ? Parce que ces systèmes sont très bons à générer aussi du code. Et donc, comme on peut générer du code, on peut, par rapport à une intention, donc à ce que nous-mêmes on va demander, pouvoir accéder directement à de l'information structurée, puisqu'on va traduire cette intention dans un code qui va lui-même lire la donnée structurée. Tout ça pour dire que globalement, ça nous amène maintenant à une troisième vague, qui est en train de changer complètement le paradigme, j'allais dire, des opérations, des processus, voire de la créativité en entreprise, et on va revenir dessus avec plein de cas d'usage tout à l'heure, grâce à ce qu'on appelle une logique agentique. C'est quoi ? C'est que si on utilise tous ces canaux de multimodalité que je viens rapidement de vous décrire, et qu'on spécialise des petits agents IA qui sont des morceaux de programme à réaliser une tâche spécifique, on peut après les orchestrer, c'est-à-dire que les faire travailler ensemble pour arriver à résoudre des problèmes complexes, chacun ayant accès à une donnée spécifique, qui peut être une donnée structurée, donc une table, du texte, un contexte qu'on va lui donner, une image qu'on peut voir, et grâce à ça, résoudre un problème complexe. Et grâce à cet ensemble d'éléments, je donnerai quelques exemples tout à l'heure, on peut arriver à réinventer la façon de travailler des processus, gagner énormément de temps et avoir accès à une workforce presque infinie dans l'absolu, puisqu'on peut spécialiser ces agents et en avoir à disposition à l'infini. J'aurais une petite question du coup pour Fabrice. Pardon. On voit du coup qu'il y a 3 étapes successives. Est-ce qu'on est arrivé au maximum qu'on pourrait faire des big data ? En fait, quel est le niveau de maturité des 3 enjeux big data, IA et IA générative ? C'est une question pas évidente. En fait, je pense dans ce qu'on appelle le big data, c'était très bien expliqué par Grégory. Finalement, c'est beaucoup de données et on a passé beaucoup de temps à essayer de la structurer. Et la première étape en tant qu'utilisateur, dans un groupe comme Airbus ou d'autres, c'est de se dire je peux regarder un peu ce qui se passe, je l'ai de façon structurée, donc je peux commencer à faire de l'apprentissage supervisé, essayer de comprendre les prochaines étapes. Et j'arrive à faire peut-être ne serait-ce qu'un dashboard sur ce qui se passe, et ça a beaucoup de valeur dans plein d'endroits d'une entreprise, de dire qu'est-ce qui se passe, j'ai un dashboard, voilà, et tes problèmes a priori sont là-dedans, tu peux aller chercher. Mais ironiquement, on a parlé d'IA depuis peut-être 10 ans chez nous, chez Airbus. Je pense qu'on ne faisait pas vraiment d'IA quand on faisait déjà de ce qu'on appelle du big data. Alors, je galvaude des mots déjà bien galvaudés, mais on a fait beaucoup de technologies et de techniques traditionnelles, des statistiques, de la recherche opérationnelle, de l'apprentissage supervisé. Tout ça, c'est des méthodes qui sont bien éprouvées, qui marchent très bien, et qu'on est loin d'avoir complètement exploité dans un groupe comme Airbus, parce que le fondamental, c'est la donnée. Et il y a quand même encore beaucoup d'endroits où la donnée, elle n'est pas au niveau de qualité qu'on rêverait pour en appliquer ne serait-ce que ces premières technos. Mais ce qui est intéressant dans ce que vient de raconter Grégory, qui est un débat qu'on a en interne, donc je n'ai pas la réponse aujourd'hui en octobre 2024, c'est finalement, est-ce que toutes ces étapes, tout ce qu'on s'est imaginé, tout ce qu'on a mis en place pour bien traiter la big data, est-ce que c'est rendu obsolète ou pas par cette troisième vague qui vient de décrire ? Par endroits, peut-être que oui. D'autres endroits, certainement que non. Surtout dans des endroits où la certification est importante, où la transparence des étapes est cruciale. Chez Airbus, on s'en doute. Mais on ne le sait pas. Et il faut tester, il faut essayer, il faut s'en convaincre. Et bon, les 6 prochains mois nous en diront plus. Je ne sais pas si j'aurai toutes les réponses dans un an, mais on pourra se reparler. Donc pour l'instant, on est sur une étape où on continue le développement des big data et on ajoute des briques supplémentaires par-dessus. Oui, tel qu'on le voit nous, c'est vraiment ça, c'est qu'on l'IA sans données, c'est rien. Donc on s'appuie sur tous les efforts qui sont faits en interne, sur la gouvernance de la donnée, la structuration des données, pour s'assurer qu'on comprenne bien les données qui vont permettre ensuite d'aller faire tous ces modèles. Même dans le cas où on utilise des modèles préentraînés, c'est un petit peu ça avec la troisième vague, donc ça veut dire un peu moins d'efforts finalement pour les équipes d'intelligence artificielle parce que le travail est un petit peu pré-mâché. Bon, il reste beaucoup de travail, je vous rassure, mais bon, une petite partie du travail est pré-mâché. Il faut ne serait-ce quand même que comprendre quelle est la donnée que je mets dedans et d'où elle vient et qu'est-ce que j'essaye d'informer avec ça. Bon, et donc tous les efforts qu'on a amenés dans ce cadre de big data entre guillemets, ils sont nécessaires, absolument nécessaires. Peut-être un premier cas d'usage avec Marwan pour tout ce qui est autour du contrôle aérien. Où est-ce que vous en êtes ? Quelles sont vos perspectives ? Et finalement, c'est quoi, encore une fois, la maturité ? Quand est-ce qu'on sera en œuvre ? Merci Xavier. Alors, d'abord, je parlais du problème. En bon ingénieur, d'abord, parler du point de départ et le pain point qu'on essaie de résoudre dans l'ATM.
Et le vrai souci dans le trafic aérien, c'est que c'est un système qui est en flux tendu. On l'a bien vu cet été. Dès qu'il y a un grain de sable dans le système, les délais explosent. Donc c'est un système qui est un peu instable. Et pour vous donner un exemple, les délais de 2024 sont 30% plus élevés que les délais de 2023. Alors le délai il est lié à plusieurs choses, lié à la météo, mais aussi à la capacité. Parce que le trafic aérien, c'est un métier qui est très, je dirais, spécifique. Il y a des professionnels de l'aviation qui sont là et qui utilisent leurs ressources mentales pour pouvoir fluidifier le trafic. Et donc, plus le trafic augmente, moins on arrive à processer toutes ces informations. Et donc, côté Eurocontrol, gestionnaire du réseau, on est obligé de laisser les avions au sol, ne pas laisser décoller, pour pouvoir avoir des conditions de vol qui sont sécurisées. Maintenant, si on regarde l'avenir, on regarde toute la demande de vol, mes collègues ont fait l'analyse et on attend... donc, il y a aujourd'hui 35 000 vols dans l'espace par jour. Demain, en 2030, on attend 45 000. C'est beaucoup. Et donc, pour pouvoir gérer ça, le challenge pour nous, on a vu dans toutes les autres sessions sur voilà, l'avenir de l'aviation, etc. Pour moi, c'est très simple. Est-ce qu'on veut du growth ou pas? Est-ce qu'on veut de la croissance ou pas? C'est très, très simple. Si on fait rien, il n'y a pas de croissance. Il n'y a rien. Toutes les choses qu'on a vues sur le non CO2, où il va falloir zigzaguer entre les nuages et donc changer les trajectoires pour pouvoir opérer. Pour pouvoir faire ça, il va falloir équiper les contrôleurs aériens avec des technologies qui leur permettent de fluidifier le trafic et de pouvoir opérer. Il faut quand même rappeler qu'aujourd'hui, on a des secteurs... Donc, la solution miracle, c'est de dire, j'ai un contrôleur, un espace aérien. Je veux augmenter ma capacité, je divise l'espace en deux, je mets 2 contrôleurs. Aujourd'hui, on a divisé les secteurs tellement en des petites entités, des secteurs élémentaires, qu'on a à peine le temps de dire bonjour, au revoir, quand on traverse. Donc il y a un vrai souci fondamental. Et donc pour pouvoir aller plus loin, j'arrive à l'IA. Donc d'abord, l'automatisation. Donc on a des professionnels de l'aéronautique, il va falloir les équiper avec les meilleures technologies pour pouvoir accepter plus de trafic. Déjà, sans parler d'IA, l'automatisation, le CPDLC, le data link, donc les messages échangés au lieu de parler de la voix, 80% du travail du contrôleur, c'est de parler. Donc si on arrive à réduire cette charge mentale pour parler aux avions et les mettre en mode échange oui-non, déjà on arrive à gagner en efficacité. À Maastricht, cette année, ils ont réussi à faire 100 avions par heure. La moyenne européenne, c'est 30. Et ça, c'est parce que quand on rentre à Maastricht dans l'Ops Room, il n'y a presque personne qui parle. Que des clics. OK, pas OK, OK, pas OK. C'est WhatsApp. Et donc là, avant même d'arriver au Big Data ou à l'IA, c'est juste de la digitalisation, exactement, comme on a vu ailleurs dans les années 90. Exactement. Et ça apporte un résultat immédiat. C'est pour ça que mes collègues du Network Manager, donc du gestionnaire du réseau, vont partout pour dire, s'il vous plaît, avancer l'automatisation pour pouvoir absorber le trafic. Maintenant, pour aller plus loin, il y a déjà des technologies de speech to text pour améliorer les conditions de sécurité, parce qu'il faut quand même les faire passer, les sans-avions, donc pour pouvoir éviter les mauvaises clairances, etc. Et donc, dans l'avenir plus lointain, des cas d'usage d'IA sur l'automatisation. D'ailleurs, on ne veut pas trop parler d'IA. En fait, vu qu'on a un problème opérationnel, peu importe si c'est de l'automatisation, pas de machine learning, ou du machine learning, eh ben, magnifique, c'est welcome, c'est bienvenu. Mais dans les cas de plus d'IA, on voit par exemple la reconnaissance vocale, la reconnaissance d'image aussi, au niveau des aéroports, où on permet de dire, OK, cet avion, il a quitté la piste, c'est bon, je l'ai vu, je l'ai reconnu, il peut y aller. Voire même dans un avenir plus lointain où on peut avoir d'automatisation dans le contrôle aérien, où on pourrait déléguer à un partenaire, un AI agent, la séparation dans des conditions qui sont assez relaxes, vol de nuit, etc., pour s'occuper vraiment sur la partie la plus, je dirais, qui nécessite l'humain. Voilà. On va peut-être passer sur un deuxième cas d'usage avec SSP.
avec Pierre, sur toutes les questions qui sont autour de la sécurité. Parce que du coup, évidemment, si on délègue une partie de la prise de décision à la machine, même si encore c'est tout à fait contrôlé, comment est-ce qu'on travaille dans ces dimensions pour faire confiance à la machine? C'est la première question. Et vous, les cas d'usage que vous avez également sur toute la doc autour de la safety et le suivi de la safety. Alors, merci Xavier. Effectivement, c'est un cas d'usage particulier que qu'on est en train de développer. On est avant tout un opérateur et un fournisseur de services. Ce qui est important pour nous, c'est d'améliorer notre qualité de service pour les utilisateurs, et ça passe par l'amélioration de nos opérations. On a déjà des cas, effectivement, dans le passé, de machine learning, notamment sur tout un tas d'activités de maintenance préventive, puisque aujourd'hui, notre système est composé d'infrastructures spatiales et sol, et évidemment, la perte d'éléments sol impacte la performance de nos systèmes. Et donc, sur ce sujet particulier de la maintenance préventive, et pour faire le lien avec la question sur le système, après une étape de machine learning et d'apprentissage au travers de l'ensemble des 15 ans de données que l'on a d'opération du service EGNOS, on est passé dans une nouvelle étape où justement on espère que grâce à l'intelligence artificielle, nous pourrons encore mieux travailler, mieux prévoir l'obsolescence de certains équipements. Donc ça, c'est un premier sujet qui est un peu plus commun, puisque je pense que les sujets de maintenance préventive sont des sujets récurrents adressés avec de l'IA. Un sujet plus particulier sur lequel on travaille, c'est des sujets de sécurité. On est un fournisseur de services pour des missions critiques, donc des services d'échange de données entre le cockpit et le sol, services de navigation, de communication. Et ces services-là sont rendus dans un cadre d'une certification EASA. Nous sommes certifiés comme fournisseurs de navigation aérienne, comme les fournisseurs de contrôle de trafic aérien. Et donc, on est soumis, comme l'ensemble de ces acteurs, dès lors qu'il y a un changement sur le système ou sur le service, à réaliser des études de sécurité et à les faire valider par notre autorité de surveillance qui est pour le SSP directement l'EASA. Donc c'est un travail classique qui est connu de beaucoup d'ANSP et qui est réalisé principalement par des ingénieurs sur des bases méthodologiques communes qui ont été développées notamment par Eurocontrol. Et c'est vraiment un axe qu'on a depuis quelques années maintenant de développement à travers d'IA générative pour être plus exhaustif dans nos développements d'études de sécurité et donc avoir un niveau de fiabilité de ces études supérieur à ce qu'on pourrait avoir seul à des études réalisées par des ingénieurs. C'est-à-dire que l'IA générative propose une amélioration ou en tout cas une fiche plus complète que ce qu'un humain aurait eu l'idée de faire. Exactement, ça nous propose des cas et des situations qui, dans beaucoup de cas, n'étaient pas forcément présentées ou étudiées. Et donc on le fait pour des sujets d'études de sécurité, mais de façon aussi plus générale, on l'étend à tout ce qui est plan de test, de validation, qui sont des cas d'usage qui permettent d'aller au-delà de ce qu'on pouvait traiter jusqu'à présent. On va continuer à faire le tour du panel avec Maxime pour aborder aussi la dimension industrielle, et notamment tout ce qui est autour de la supply chain. Je peux comprendre que vous travaillez dessus. Oui, effectivement. Alors, chez Soprasteria et Aeroline, on a différentes expertises métiers dans le domaine des métiers de l'aéronautique. Et en particulier, donc, on a les business lines, on est décomposé en business line. On va avoir la business line engineering, manufacturing et supply chain, en effet, customer service et air traffic management. Et donc, comme vous l'évoquiez, on travaille sur le manufacturing et supply chain. Et comme Marwan le disait justement tout à l'heure, eh bien, d'un point de vue filière, il y a effectivement une croissance de la filière qui tire toute la supply chain et qui fait que toute la filière industrielle aujourd'hui, elle est sous tension. Je pense que Fabrice pourra confirmer.
Donc, en fait, aujourd'hui, nous, dans les cas d'usage IA, pour soutenir cette activité en termes de supply chain, on travaille notamment avec des outils d'aide à la décision pour permettre d'optimiser le pilotage des flux en end-to-end. Donc, pour ça, on met en place des outils de digital twin qui permettent de modéliser en fait toutes les activités de supply chain et de distribution. Et ce qui permet donc d'avoir une vision globale et de faire des simulations permettant de gagner en visibilité et donc en pilotage plus fin de tout ce qui est pilotage des flux et donc améliorer en fait les taux de disponibilité des pièces et pour éviter les ruptures de charge dans la supply chain. Donc ça c'est par exemple un exemple de cas d'usage du côté de la supply chain pour tout ce qui est manufacturing et je vais rebondir aussi sur les technos de GenAI pour le domaine du manufacturing. On met en place des solutions d'assistance et de support aux opérateurs de production parce qu'en fait les processus de production et les tâches à réaliser sont étant très complexes, il y a une documentation technique qui est très fournie et très complexe et donc là la GenAI par la capacité d'analyse et de restitution et de summary par exemple peut aider les opérateurs manufacturing à réaliser leurs tâches et donc on met en place ce genre d'assistant virtuel soit donc dans l'assistance, soit par exemple pour faire de la rédaction de rapports. Donc encore une fois, gagner en efficacité, en automatisation dans les tâches réalisées par les opérateurs. Un troisième cas d'usage, très rapidement, dans le domaine du manufacturing et supply chain, j'en ai parlé tout à l'heure, on met en place souvent des outils d'aide à la décision. Ce qui est intéressant dans la GenAI, c'est le côté génératif, et Grégory en parlait au début, notamment le côté génératif pour développer et aider au développement de solutions digitales. Donc c'est ce qu'on appelle GenAI for Software Engineering. Et donc en particulier dans les systèmes d'aide à la décision et dans le développement de ce genre de système, on a besoin d'une expertise qui est assez importante, à la fois d'un point de vue modélisation IA et en plus d'un point de vue expertise métier. C'est un domaine qui est clé. Et aujourd'hui, grâce à des techniques de GenAI for Software Engineering, en fait, des personnes métiers qui n'ont pas le volet, j'ai envie de dire, technologique d'IA peuvent mettre en place des outils de décision ou en tout cas accélérer la mise en place, ou inversement. Si on n'a pas l'expertise métier, on peut l'acquérir grâce à des assistants virtuels qui vont nous mettre à disposition ce knowledge. Voilà. Donc c'est ce genre de cas d'usage sur lesquels on travaille dans le domaine supply chain manufacturing. C'est du R2D2 dans l'aviation. Alexandre, du coup pour Open Airlines, c'est peut-être celui que je connais depuis plus longtemps, parce qu'on était déjà au sommet de la mobilité durable à la fin des années 2010. Tu proposes un système qui permet d'améliorer l'efficacité du secteur aérien. Déjà, est-ce que tu parles directement aux compagnies aériennes qui vont acheter ton système, et en fait, comment est-ce que tu arrives à améliorer leur efficacité alors que la chasse au gaspillage de carburant, c'est normalement quelque chose que tout le monde fait depuis des années? Oui, tu parles de la chasse au gaspillage. En fait, moi, j'étais très inspiré. J'étais jeune dans les années 70 et il y avait la chasse au gaspillage. Oui. On a embêté ma maman et mon papa pour qu'ils fassent de l'écopilotage avec la voiture. Mais c'est ça l'idée, en fait. C'est d'abord, quand on regarde le chemin pour être net zéro en 2050, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de nouvelles technologies, mais qui vont vraiment arriver, qui vont être déployées qu'après 2030. Les SAF à l'échelle, c'est pareil. Et d'ici 2030, en fait, c'est l'optimisation des opérations. Celles qui seront à la main des compagnies aériennes ou celles qui seront à la main du contrôle aérien. Et là, il y a à peu près 15% à aller chercher. Donc nous, on va en chercher 2 à 5%. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est aujourd'hui, parce que quand on regarde l'accord de Paris, ce qui est important, c'est le budget carbone, et toute tonne de CO2 économisée aujourd'hui est plus importante qu'une tonne dans 10 ans, parce que ça évitera de réchauffer l'atmosphère. Juste une question, 2 à 5% prouvé, ou c'est des promesses de... Non, prouvé, parce que c'est mesuré, je vais vous expliquer, mais c'est bien mesuré par nos compagnies clientes. Puis maintenant, on en a plus de 60, bravo. Donc il y a la preuve du nombre aussi. Donc l'autre intérêt aussi, c'est pour ça qu'on a réussi à en avoir 60, c'est que toutes les solutions pour décarboner, finalement, elles sont plus coûteuses quasiment pour les compagnies aériennes. Soit il faut investir beaucoup, soit il faut acheter du SAF qui coûte 2 à 3 fois plus cher. Là, l'énergie la moins chère, c'est celle qu'on n'utilise pas. On propose de faire la même mission avec 2 à 5% de consommation en moins. Alors, comment on fait ça?
On utilise le numérique, donc on va récupérer énormément de données. On va récupérer en gros toutes les données dans le sort de vol, les boîtes noires, après chaque vol, systématiquement. Des données météo, des données plan de vol, des données sur le load sheet, etc. Tout ce qu'on peut. Et on a développé des algorithmes d'IA très très tôt, beaucoup, d'apprentissage, de régression, de classification, de réseaux de neurones, maintenant de deep learning et réseaux de neurones profonds. Et on va fouiller dans ces données pour faire des préconisations aux compagnies aériennes pour améliorer la maintenance de l'avion, améliorer la préparation du vol ou l'exécution du vol. Améliorer la maintenance des avions, ça veut dire tu vas dire à quel moment il faut nettoyer les moteurs, c'est quoi? Oui, pour la maintenance de l'avion, donc on a fait regarder l'impact par exemple d'un nettoyage moteur qui améliore la consommation. On va observer les cycles de dégradation, on va proposer un cycle optimal. On va aussi faire un suivi continu maintenant de la performance avion, et dès qu'on voit une rupture de performance, une dégradation, on va pouvoir la signaler, et en corrélant avec d'autres données de capteurs, par exemple sur les flaps, on va pouvoir dire là il y a un problème, la performance a brutalement baissé, a priori c'est arrivé à Los Angeles tel jour, et on pense que c'est lié à un désalignement des flaps parce que le capteur... Et donc plutôt que d'attendre la prochaine check et de résoudre ce problème peut-être 6 mois après, d'avoir une pénalité pendant 6 mois, on propose d'agir plus tôt. Ça, c'est un exemple de maintenance. Exemple de route, ça peut être préconiser les meilleures approches, les meilleures routes. Et on va pouvoir dire, par exemple, à un dispatcher que le mardi matin, un vol pour Delhi, s'il ne fait pas beau, il peut s'attendre à tant de holding. Il faut qu'il mette un peu plus de carburant pour ça. Mais les autres jours, il n'y a pas besoin. Donc ça permet d'avoir des avions plus légers, donc moins consommateurs. Exactement, ouais. Tout en étant toujours dans le respect des réglementations et de la sécurité. Parce que parfois, on va préconiser d'en mettre plus. Et puis le pilotage, on équipe les pilotes d'une application qui s'appelle MyFuelCoach, qui est un éco-briefing et éco-débriefing. Et on va les sensibiliser à faire des manœuvres d'éco-pilotage qu'on n'a pas définies, qui sont documentées par Boeing, Airbus, IATA, mais des choses comme des approches continues, des accélérations, des altitudes d'accélération réduites, roulage monomoteur, etc. Et on voit qu'on partage l'information avec les pilotes dès qu'on leur met dans leurs mains, qu'ils la voient de manière assez sympa ou ils revoient leur vol en 4D, ils ont des taux d'application qui progressent très très vite. Et c'est du push temps réel ou c'est a posteriori, ils voient tiens j'aurais pu faire mieux et donc le prochain vol je ferai un effort? Alors jusqu'à présent c'était briefing, débriefing, donc c'était pas temps réel, mais maintenant on a amené la fuel efficiency à bord dans ce qu'on appelle les electric flybags, donc une tablette qui est à côté du cockpit. Sur les avions modernes, on va se connecter à l'avionique avec un AID, donc on va avoir les paramètres en temps réel. Et là, on va faire des préconisations en temps réel. Les 2 premiers assistants qu'on a développés, c'est un assistant qui propose des routes directes. Donc sur une route, on a observé qu'historiquement, à tel waypoint, le contrôle aérien va fréquemment accepter une route directe. Et aujourd'hui, dans les conditions du vol, ça fait sens à l'altitude où l'avion vole, conditions de vent. Donc, quelques minutes avant qu'il arrive à ce waypoint, on va dire au pilote, là, il y a une opportunité, tu vas la demander au contrôle aérien, et il y a des chances qu'elle soit accordée, et tu vas pouvoir gagner tant de kilos. Et on a un autre assistant qui est sur le roulage. Excellent. Avant de... Vas-y, sur le contrôle aérien, en complément. Je découvre. Allô? Oui. Pourquoi vous avez appelé ça Open Airline et pas Green Optimization? Pourquoi Open Airline? Open data. Quand j'ai monté la société, je n'étais pas encore totalement déterminé sur l'environnement. Après, je me suis vraiment déterminé sur l'environnement. Mais donc le nom du logiciel, lui, c'est Skybrave. Donc c'est bien la mission. Après, il y a une notion d'ouverture. On en reparlera sans doute un peu plus tard sur le partage des données qui est très importante. Donc dans l'Open Airline, il y avait ça. En deuxième partie. Fabrice, j'aurais du coup une question qui est un petit peu plus large. Là, on voit un cas d'usage concret et opérationnel sur lequel on a des bons résultats. En tant qu'OEM, Airbus, alors moi j'ai eu la chance de travailler sur Skywise, sur l'identification des cas d'usage. Aujourd'hui, quels sont les cas d'usage comme ça sur lesquels on a vraiment des gains qui sont opérationnels éprouvés? Alors on peut mettre deux grands groupes de catégories, parce qu'on a finalement on fait de l'IA pour générer de la valeur chez Airbus. Bon, on est malgré tout là pour gagner de l'argent. Donc soit on génère plus de revenus, et ça peut être grâce à des services un petit peu similaires, certainement moins bien que ce qu'Alexandre vient de décrire, mais ou sur des services peut-être liés plus. Si je dis pas de bêtises, Airbus distribue Open Airlines aussi. Via Navlou, ouais. Via Navlou, ouais.
Et donc ça peut être ce genre de service. Je vais prendre un autre exemple un peu différent. Chez Defense and Space, on capture des images satellitaires, on va rajouter des informations, on va enrichir les informations grâce à de l'IA, parce qu'on va aller détecter des objets sur des images satellitaires, par exemple. Donc ça rajoute, en fait, ça nous permet d'accroître nos revenus. C'est une nouvelle façon, c'est des nouveaux produits. Bon, ça reste quand même assez marginal comparé à vendre 2-3 vins en plus. Si je suis très honnête, mes collègues vont sauter sur leur fauteuil s'ils m'écoutent, mais honnêtement, la plupart de nos revenus viennent encore de vendre des machines. Et donc, le second grand pilier, le grand axe, c'est baisser nos coûts. Et l'automatisation, a priori, c'est une évidence pour baisser nos coûts. On automatise, donc moins d'efforts, moins de monde, donc on baisse nos coûts. En fait, c'est loin d'être une évidence. C'est extrêmement difficile de traduire de l'automatisation en véritable baisse de coûts. Donc les succès qu'on a eus, parce qu'il faut trouver un domaine où ça s'applique et où il ne s'agisse pas d'aller mettre 50 personnes à la porte, qui est une expertise et qu'on nécessite 5 ans plus tard, hein, ce qui pourrait se produire dans d'autres entreprises. Mais nous, aujourd'hui, si on regarde les succès de ces quelques dernières années, ça a été partout là où ça peut être vraiment très tangible. Donc si je prends par exemple des inventaires, pour maintenir des inventaires de pièces pour supporter la fin de vie d'un programme. Par exemple, un très gros programme avec 4 moteurs qui arrive en fin de vie, les fournisseurs vont arrêter de produire ces pièces, il faut qu'on arrive à le supporter jusqu'à la fin, jusqu'à l'obsolescence complète du dernier produit. Comment arriver à estimer les pièces qu'il faut stocker, comment les stocker qu'une fois et pas 40 fois parce qu'elles ont des références différentes. Grâce à de l'IA, des modèles de machine learning, on a pu trouver des similarités dans tout plein d'inventaires et vraiment baisser nos coûts. Et là, je parle de chiffres qui sont de suite très significatifs à l'échelle du groupe. On a après tout ce qui va être autour, je dirais, des domaines assez classiques de la recherche opérationnelle. Alors c'est très classique, je pense, pour plein de monde dans cette pièce. Moins classique en dehors de l'aéronautique, ironiquement. Mais donc, on a beaucoup d'experts aussi chez nous, chez Airbus, dans ce domaine. Et on a pas mal d'endroits où ça marche très bien. Par exemple, sur l'achat du titane, titane ou alu, comment optimiser nos processus d'achat et s'assurer, grâce à la recherche opérationnelle, qu'on ait un optimum qui nous réduise les coûts, qui permette d'alimenter nos sous-traitants et voilà, qui soit efficace. Donc ça, c'est un petit peu l'IA classique, l'IA traditionnelle. Et on a plein d'autres exemples que j'oublie. Et dans les domaines un petit peu plus récents sur l'IA générative, ce qui est intéressant pour nous, ça ressemble beaucoup aux exemples que vous avez tous évoqués, hein, donc tout ce qui est accès à plein de données complexes. Oui, c'est toi qui mentionnais ça. De la donnée complexe qu'on essaye de rendre plus simple, la résumer pour la rendre digérable par des personnes qui sont peut-être pas expertes du métier. Bon, tous ces domaines-là, on les explore. On a toujours la contrainte fondamentale de garder l'humain dans la boucle. Donc c'est vraiment un des énormes champs de travail d'Airbus aujourd'hui sur l'IA. Comment on s'assure qu'elle soit déployée de façon responsable? Parce que très rapidement, on sait qu'on va toucher des limites où on va être, bien sûr, à devoir discuter avec les autorités de certification. Est-ce que ça veut dire qu'il faut changer le processus de travail ou pas? Comment on y va? Et ça va être de longue haleine. Ce n'est que le début, mais ça nous demande d'être vigilants dès maintenant sur les principes de design de systèmes IA. On est vraiment très engagé pour construire des principes éthiques. Et on a même réussi à engager notre top management qui a signé des principes éthiques. On veut produire une charte d'ici la fin de l'année. Et on espère avoir des cas d'usage comme celui que je crois que tu décrivais, où on puisse donner à un opérateur une version beaucoup plus simple et beaucoup plus compréhensible d'instructions à suivre, plutôt qu'un jargon d'ingénieur parfois très complexe avec plein de documents qui se superposent, qui s'enchevêtrent. Ouais. Et je pense que dans la tête, par exemple, d'un Grégory, là je suis au niveau 1 de ce qu'on peut arriver à faire avec l'IA générative. On pourrait imaginer des choses beaucoup plus ambitieuses. Mais des fois, good enough is good enough aussi pour générer beaucoup de valeur. Hein. Alors Grégory, comment est-ce qu'on est plus ambitieux dans l'exploitation, les opérations, l'innovation? Il se trouve qu'on se parle beaucoup du niveau 3 actuellement aussi. Je vais vous reparler du niveau 3. Okay, pourquoi je vous parle du niveau 3? Parce que tout ce qu'on voit, nous, au niveau mondial, sur ce qu'on appelle chaque Accenture les frontrunners, donc ceux qui sont en train de vraiment prendre la vague de l'IA au maximum de son potentiel, et il y en a très peu actuellement au niveau mondial, très peu. C'est d'aller surfer cette troisième vague. Pourquoi? Parce que globalement, l'apport qu'on va avoir de la technologie IA, je vous donne des exemples très concrets de cas d'usage juste dans quelques instants, il vient finalement de la capacité de décloisonner l'accès à l'information dans un contexte particulier. Actuellement, en entreprise, on est tous organisés pareil. On est organisés par vertical. On est organisés dans des silos qui se sont tous organisés pour s'optimiser verticalement. Par contre, les optimums, on le sait très bien, ils ne viennent jamais d'un vertical. Ils vont souvent être globaux et la somme d'optimums verticaux, elle est rarement globale. Okay. Pour arriver à faire marcher ça, on se rend compte qu'on a une technologie magique un petit peu, alors qu'il faut contrôler, bien sûr, il ne faut pas lui laisser faire n'importe quoi,
mais qui permet de faire ça. C'est-à-dire qu'elle permet de prendre en compte un contexte, donc une intention, un objectif particulier, le traduire dans certains types d'opérations. Okay, c'est-à-dire de comprendre un contenu, finalement, comme on le fait un peu nous, et d'arriver à en déduire quelque chose. Si on traduit ça dans des exemples concrets de ce que ça peut apporter. Je vous prends un exemple auquel je n'aurais pas pensé il y a 2 ans et demi. Je travaille dans l'IA depuis une bonne dizaine d'années maintenant quand même, donc bon, j'ai pu voir pas mal de techno passer. L'engineering. Je me suis dit, bah, ok, l'engineering, qu'est-ce qu'on va faire avec cette fameuse IA générative? Bah, globalement, actuellement, on le fait. On a la capacité de réceptionner en entrée des specs, des RFP, vous appelez ça comme vous voulez, qui vont nous décrire des besoins techniques d'ajustement de nos produits, par exemple d'un avion, par exemple d'un siège, par exemple d'autres choses, et directement avoir ces fameux réseaux agentiques là dont je vous parlais tout à l'heure, donc ces petits agents IA, on aura un spécialisé qui va s'amuser à lire ça, extraire les informations, passer ces informations-là à un autre, qui va considérer derrière sur chacun des besoins quels sont les autres systèmes qu'il va devoir impacter dans ces systèmes. Alors, par exemple, là, le système de CAD, donc de design 3D, et on va directement avoir ces agents qui vont traduire ces informations automatiquement qui provenaient du RFP pour acter dans le système d'information de génération 3D, sur le coup, ces modifications. Donc, par exemple, s'il faut agrandir les sièges de 4 cm ou les réduire parce qu'on va mettre plus de passagers, il va automatiquement descendre toute la BOM de l'ensemble en fait, des composants et un par un en fait, les impacter des mesures nécessaires. Mais il va aller plus loin, c'est qu'on va mettre en place un autre agent on top qui lui-même va savoir qu'il faut aussi des logiques de contraintes, de résistance, ainsi de suite, et qui doit gérer la partie test. Et lui va soumettre en fait ces modifications-là à des tests. Okay, automatiquement. Résultat d'une chaîne qui était 100% manuelle, on arrive à quelque chose, on va proposer à l'ingénieur directement une solution, ou X solutions parfois, qui vont être générées par cette technologie. Okay, c'est-à-dire que le cycle va être énormément raccourci et on va pouvoir se concentrer sur le fond. Au-delà de ça, ce qu'on va rajouter, c'est du design génératif, c'est-à-dire qu'on va pouvoir designer des nouvelles pièces, proposer des nouveaux designs qui peuvent être plus légers, qui peuvent être plus résistants parfois, et qui seront soumis bien sûr à validation d'une personne. Donc ça, c'est un premier exemple. Je vais juste en prendre un deuxième. C'est-à-dire que les formes optimales vous sont proposées par la machine. Alors, elle va proposer des formes sous contrainte, en fait, qu'on va lui donner. Et après, en fait, il faudra revérifier si effectivement choisir par rapport à tous les calculs qui ont pu être faits de résistance, de poids, de masse. Des systèmes, je sais pas, de refroidisseur pour avoir un meilleur flux d'air, ce genre de choses-là peuvent être proposées par la machine. Par exemple, okay. Ouais. Donc, c'est vrai que quand on réfléchit comme ça, on se dit tiens, on a comme quelque chose à disposition qui nous permet d'aller plus vite, de compresser, d'être plus dans le fond et donc de vraiment réfléchir différemment à la réalisation de l'ensemble des autres tâches. Je prends un autre exemple, là je passe OEM à Airline, okay, comme ça on couvre un peu l'ensemble du spectre. Si on parle du client et du service client, actuellement on a une façon de repenser le service client qui n'a rien à voir à ce qu'on a pu faire avant. Pourquoi? Parce que si on projette cette logique à nouveau que je viens de vous dire, sur le service client, on va avoir une première capacité qui est une capacité d'hyper-personnalisation. On va se dire, bah, finalement, vu que je peux générer des choses à la volée, avec cette technologie, du Generative AI, bah, je peux générer des éléments qui sont adaptés à mon client sans avoir besoin systématiquement même de le clusteriser, c'est-à-dire de le segmenter, c'est-à-dire de savoir que ça c'est la population de mes clients fréquents, vol long courrier, gold, et les autres c'est les autres. Ça je peux le prendre comme un input, mais je peux aller beaucoup plus loin automatiquement par cette technologie qui va prendre le contexte en compte. Bien sûr, il faut le guider. Mais globalement, sur tout le process, finalement, ce qu'on va pouvoir faire grâce à cette technologie, ça va être d'équiper l'ensemble de la chaîne de services pour qu'on puisse interagir en tant qu'humain avec un service sans être contraint par un parcours qui a été forcément prédéfini historiquement. Okay, et donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que j'ai une question, j'ai un besoin, ben, je vais le dire de plus en plus à l'oral, puisque la voix va être prépondérante, parce qu'on parle beaucoup plus vite qu'on écrit, on va à peu près 4 fois plus vite à l'oral versus un clavier AZERTY, et 8 fois plus vite par rapport à un téléphone portable, pour info. Donc tout va passer à la voix progressivement. Et on va interagir en demandant en fait des nouveaux services ou des services existants. Rebook-moi mon vol, donne-moi accès à tel service, réserve-moi un taxi à l'arrivée, j'ai oublié de réserver mes sièges, prends-moi 4 sièges, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et tout ça, ça fonctionne grâce finalement à ce réseau d'agents qu'on met en place derrière, qui chacun va prendre cette tâche, va comprendre ce contexte, va prendre cette tâche, et on va orchestrer tout ça pour que ça fonctionne. D'où l'importance du contexte. Je ne sais pas si vous connaissez cette anecdote avec l'avion de chasse, le F-35, qui est un de mes avions préférés dans le monde, c'est ironique, dans lequel il y a des ordres qui sont donnés à la voix, y compris dans les phases de combat tournoyant, et quand ils sont à 8G, bizarrement, ils n'arrivent pas à donner les ordres à la voix. Donc c'est vrai que le contexte est quand même important.
Pierre, pour tout ce qui est spatial, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de tout ce qui se passe au sol, mais je crois que tu avais un cas d'usage qui était plus sur la durée de vie. Oui, c'était plutôt une observation. Euh, donc, donc, vous avez compris, hein, nous fournissons des services satellitaires, donc on est entre ces deux mondes, entre le spatial et l'aviation. Et donc, dans les services possibles pour l'aviation, il y a tout un tas de services et d'idées qui sont présentes depuis des années. Et c'est vrai que récemment, hein, depuis un peu plus d'un an maintenant, grâce à l'IA, on voit ressortir des business cases qui, dans le passé, n'étaient pas du tout attractifs et qui maintenant méritent de se repencher dessus grâce à l'IA. C'est vrai que le spatial et les infrastructures spatiales en particulier bénéficient aussi de tout l'environnement, on va dire, pushy que le New Space représente, avec beaucoup d'études et de start-up qui développent des solutions à base d'IA. Et dans les cas d'usage intéressants, c'est tout ce qui est lié alors à l'IA au sol, qui est assez classique au final par rapport à ce qu'on fait, d'optimisation de missions, de lancement. Voilà, mais ce que je trouvais intéressant et ce que je voulais partager avec vous, c'est plutôt ce qui est IA embarqué, donc à bord des satellites, avec, et je pense notamment à une société française spécialisée dans ces deux objectifs, qui est l'optimisation du maintien en orbite et l'optimisation de la consommation énergétique des charges utiles. Et grâce à l'IA, aujourd'hui, on peut arriver à des gains de 10, 15, 20%, 30% sur la durée de vie de satellite et donc de l'étendre. Et donc aujourd'hui, quand on sait que une infrastructure spatiale pour l'aviation, ça peut représenter jusqu'à 80-90% du coût du service, une optimisation de 10% permet de penser des choses qui étaient infaisables économiquement dans le passé, qui maintenant le deviennent. Maxime, peut-être un dernier cas d'usage, mais qui serait plus orienté sur le GenAI. Je crois que vous travaillez beaucoup sur le Customer Support dans le domaine. Oui, exactement, le Customer Support, donc tout le volet Customer Services au sens support après-vente en quelque sorte, c'est un des domaines effectivement assez prometteurs en utilisant la GenAI. En particulier dans le domaine de l'aviation et de l'aéronautique, puisque en fait derrière, quand on va parler de customer services ou de support aux clients, on va traiter évidemment des produits très complexes, hein, comme des avions, des satellites, et donc derrière le support, il est parfois très compliqué. Donc ici, encore une fois, des outils de GenAI vont permettre de capitaliser sur toute la connaissance du système complexe dont on parle, hein, pour pouvoir accélérer la réponse au support. Donc si jamais il y a un incident technique, par exemple, ou si jamais il y a une question, par exemple un upgrade d'une demande client, etc., ou ce genre de choses, par des techniques en fait, de représentation de la connaissance, couplées à des techniques génératives, on arrive à avoir des assistants très performants et de fait accélérer le processus de réponse aux clients dans le cadre du support. Voilà. Et donc j'insiste bien sur le volet pas seulement génératif, mais aussi capitalisation de la connaissance. Parce que pour les raisons aussi dont on parlait tout à l'heure en termes de certificabilité, de traçabilité, et voilà. Donc, dans le domaine de l'aviation, il y a cette notion d'IA de confiance qui est très importante. Et grâce à le volet en fait capitalisation de la connaissance, on a une certaine traçabilité, un certain contrôle aussi dans ce qu'on va donner en contexte justement pour la partie générative et la partie réponse aux clients quand on va développer ce genre de solution pour le customer support. Donc un gain en fait assez important dans l'automatisation de la réponse. Voilà. Et spécifiquement aussi, hein, si on parle de l'exploitation de cette base de connaissances, on peut également en amont du Customer Support travailler spécifiquement sur la documentation technique en elle-même. C'est-à-dire qu'après, la base de connaissances, une fois qu'on l'a exploitée, on peut se permettre de faire d'autres cas d'usage plus en amont. Et en particulier, des cas d'usage sur lesquels nous on travaille, ça va être sur l'étude d'impact d'une modification
d'une modification dans le système, dans le système complexe, hein, quel qu'il soit dans le domaine de l'aviation, quel est l'impact potentiel sur la documentation technique, sachant que cette documentation technique, derrière, va devoir être certifiée pour être appliquée derrière en opération. Donc voilà sur le volet étude d'impact aussi dans la documentation technique. Merci. Alors, on voit finalement que les cas d'usage sont très très larges, je pense qu'on pourra encore en parler pendant très longtemps, mais il y a aussi toute la question, qui est un enjeu crucial, de la propriété de la donnée, et pour certains d'entre vous, de la réussite d'avoir permis, par exemple, la mise en commun d'informations, je pense à Alexandre ou à Fabrice, de mettre en commun ces données. Pourquoi est-ce que les compagnies aériennes ont accepté de vous confier ces données? Finalement, je ne sais pas quelle est la rétribution qui est derrière, mais comment est-ce que ça fonctionne pour que ce soit un succès? Alexandre, si tu veux commencer puis... Oui, alors, il faut avoir d'abord un grand respect de la donnée pour avoir la confiance. Hein. Donc nous, on récupère énormément de données, notamment toutes les données des régisseurs de vol. C'est une centaine de paramètres par seconde de vol, donc on comprend exactement tout le vol. Nous, on a toujours dit aux compagnies aériennes, ces données que vous nous confiez, pour qu'on les traite et pour qu'on vous donne le service, elles restent votre propriété. Toutes les données qu'on crée au-dessus de ça restent votre propriété. On n'en fera pas commerce. C'est la première chose. Ensuite, dans le logiciel, on a mis beaucoup de fonctions d'anonymisation, d'agrégation, pour que, par exemple, dans une compagnie aérienne, personne ne puisse voir un vol individuel, même le chef pilote, qu'on puisse garantir ça, c'est au choix de la compagnie, et que, par contre, il puisse permettre à un pilote de voir sa propre performance et de se comparer anonymement avec les autres. Donc, il y a beaucoup de fonctions d'anonymisation, d'agrégation. Et enfin, quand même, en effet, d'abord, ça permet d'enrichir, toutes ces données permettent d'enrichir les modèles. Aujourd'hui, on a traité plus de 15 millions de vols, donc tous les types d'avions, tous les moteurs qui ont volé sur toutes les latitudes, dans toutes les conditions, donc ça fait des modèles très performants. Et on permet aux compagnies aériennes qui le souhaitent, donc c'est un opt-in volontaire, de se partager des données anonymisées. Dans ce cas-là, ils peuvent avoir accès à un benchmark, où ils peuvent voir leur performance anonymisée par rapport aux autres, ce qui permet de voir où est-ce qu'ils ont des marges de progrès. Et aujourd'hui, on utilise ça aussi dans l'IA, on a des advisors qui vont tenir compte de ça pour donner des recommandations qui sont réalistes dans les conditions d'opération contraintes qu'il y a dans les aéroports. Pareil, je vais vous donner un exemple. Une compagnie aérienne qui fait un taux de CDA de 65% à Istanbul et de 20% à Orly, ben en fait, sa marge de progrès, elle est à Istanbul. Parce qu'à Orly, arriver à faire 25%, là, vous êtes vraiment dans les tout meilleurs. Par contre, à 65% à Istanbul, vous n'êtes pas si bon que ça. Il y en a qui font 90%. Donc pour les compagnies qui sont OK pour partager ces données, elles ont le bénéfice du partage de données. C'est comme ça qu'on y arrive, mais surtout avec d'abord le respect de la propriété de la donnée, de la confidentialité, de la sécurité évidemment aussi. Et Fabrice, pour vous, alors vous avez encore plus de compagnies aériennes et encore plus de vols en base de données? Non. Non, parce qu'en fait la donnée elle reste chez les compagnies aériennes. Donc on est finalement en retard par rapport à, enfin en retard. On n'est pas sur le même type de business model où la donnée va rester propriété de la compagnie aérienne et on peut l'accompagner pour aller l'exploiter et voilà, en faire des services. Mais c'est une vraie bonne question parce que quand on regarde d'autres business models, d'autres entreprises, tout démarre par capturer la donnée de ses clients. Il va pouvoir ajouter la valeur sur les produits ou les services concrets. C'est extrêmement difficile sans récupérer cette donnée-là. Après, c'est un peu différent quand on est fournisseur de machines, parce qu'il y a, et notamment du fait de la certification et d'autres contraintes, il y a certaines données qu'on voit pour des raisons de qualité et de sécurité. Mais ça, j'en parle pas. Si je parle vraiment de la donnée par exemple, opérationnelle que je voudrais exploiter pour ajouter un service, là, pour l'instant, chez nous, elle est invisible du point de vue Airbus. Elle reste que dans les mains du client. Et très concrètement, c'est quoi? C'est un App Store? La compagnie aérienne, elle va dire, tiens, Sopra Steria, ils sont sympas, ils peuvent me développer une application qui va aller sur les infrastructures d'Airbus? Alors, si la question que tu poses autour de Skywise, on va retrouver des acteurs qui peuvent aller construire des apps pour les compagnies aériennes, un App Store. Si on veut. La compagnie va prendre tout ou partie. Je suis youtubeur, hein, faut que je schématise. Non, mais oui, la compagnie, enfin, la valeur est pour la compagnie, elle va le garder. Ensuite, il y a des briques communes qu'on peut aller réutiliser, qu'on peut réexploiter, mais finalement, le but du jeu, c'est que la compagnie puisse se différencier aussi, puisqu'à la fin, notre intérêt principal, c'est de vendre nos machines. Donc ça devient un service qui rend la machine et le système informatique ou de données qui vient avec comme une valeur ajoutée. C'est pas en soi de ne faire que de la vente de services digitaux, ce qui est quand même, je pense, très très différent d'un Open Airlines où un Open Airlines a pour
ambition de vendre d'abord le service digital, enfin, et pas forcément accompagner la vente de machines. Et Pierre, également, je pense que vous avez un modèle de fonctionnement plutôt d'actionnariat qui fait que vos clients vous confient facilement la donnée. Est-ce que c'est un avantage? Oui, 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 tout à fait. Alors, c'est vrai que le sujet de la donnée est un sujet clé, hein, et donc effectivement, nous avons un actionnariat qui est représenté par les 7 plus gros ANSP européens. Et sur la partie contrôle aérien, le sujet de la donnée était vraiment un sujet clé, à commencer par déjà des enjeux de capacité. Si je pense par exemple au data link, donc aux données qui sont échangées entre le cockpit et le contrôle aérien, aujourd'hui il y a déjà des sujets de capacité. Ces échanges de données sont basés sur des technologies des années 80, des technologies de station sol, et qui ne permettent pas de suivre l'évolution du trafic aérien et surtout des échanges de données, notamment avec l'utilisation de plus en plus de données pour l'AOC, puisque ce sont des infrastructures qui sont partagées. Donc là, c'est là où rentrent en compte des nouveaux services type services satellitaires qui peuvent permettre d'apporter des capacités supplémentaires. Un autre sujet pour les ANSP, c'est la question de la fragmentation de la donnée. Si on regarde à un niveau européen, on imagine une start-up ou même un gros industriel, hein, le sujet est vrai aussi pour des industriels qui souhaiteraient développer des applications ou des services qui bénéficieraient à l'ensemble du network, par exemple pour contrôle. Aller chercher la donnée, négocier avec les 28 acteurs européens pour accéder à des données qui ne sont pas standardisées, c'est un vrai sacerdoce, et aujourd'hui c'est même impossible. Même les plus gros industriels de l'ATM arrivent à accéder aux données de 1, 2, 3 ANSP, mais pas plus. Donc effectivement, il y a une initiative, notamment dans le cadre de César, qui s'appelle CNS Data Service Provider, sur lequel nous travaillons, qui est avec plusieurs ANSP, donc avec des SNA, ENAV, Skyguide et PANSA, l'ANSP polonais, qui est de définir et développer un modèle qui permet aux développeurs d'applications et de services d'accéder aux données CNS des ANSP avec toutes les contraintes de souveraineté, avec aussi le sujet de la standardisation des données, et avec aussi l'objectif premier et la qualité, le point très important pour ces données ANSP, c'est de garder la confiance sur ces données, et notamment de mettre à disposition dans un environnement certifié les données pour les acteurs tiers et leur permettre de les réinjecter dans un environnement certifié. Et donc ça, par rapport à la question de l'IA, c'est clairement ce qui permettra et favorisera le développement d'applications et de services pouvant utiliser l'IA. Quand tu parles d'acteurs tiers, je dis n'importe quoi, ça veut dire qu'on voit des avions qui arrivent plus sur l'aéroport de Toulouse à telle heure, donc Uber va être capable de se connecter pour savoir quand envoyer des voitures? C'est déjà le cas en fait. Hein. Uber utilise les données satellitaires type FlyRadar, tout ça pour anticiper les pics d'activité. De même, il y a, alors ça c'est plus du big data, hein, mais il y a des acteurs qui, je pense ADP, qui scrutent Facebook et les différents événements qui peuvent arriver pour planifier et organiser le déploiement de moyens de transport. Oui, donc oui, c'est tout à fait le sujet. Et donc l'idée de ces plateformes, c'est d'abord de mettre aux acteurs développeurs de l'ATC à disposition des données et de pouvoir les réinjecter dans un environnement certifié qui soit utilisable par les ANSP. Donc vraiment développer des nouveaux services pour les ANSP, mais évidemment des acteurs tiers, ça va au-delà de l'aviation, et tout acteur, des assureurs ou autres qui auraient besoin d'accéder à ces données. Et derrière, l'intérêt aussi de ce type d'initiative, c'est aussi de regarder le modèle économique qui était évoqué par Fabrice, pour inciter les différents acteurs à mettre à disposition les données et les standardiser, parce que les standardiser, ça a aussi un coût.
Une petite question pour Marwan, parce qu'on a évoqué plusieurs fois du coup le contrôle aérien. On a évoqué César. Le César, tu peux peut-être expliquer ce que c'est, mais à l'époque, c'était l'amélioration de 10% de l'efficacité du secteur aérien, de la consommation de carburant, parce qu'on imaginait une amélioration globale. Est-ce que l'arrivée de l'IA dit que finalement on va faire plus que 10% d'amélioration? Et ma deuxième question, c'était plus sur la question de la sécurité et de la confiance qu'on peut porter à ces systèmes. Comment est-ce qu'on garantit une fiabilité totale de l'IA et des propositions qu'on va recevoir? J'ai combien d'heures là? 28 minutes. Ok, bon, César, déjà, c'est le programme de recherche européen sur la modernisation du trafic aérien. Donc sur les 10%, déjà, ce qu'on calcule, c'est que bon, les 10% sont basés d'amélioration du pool de potentiel d'amélioration de l'ATM. Il est basé sur une étude d'inefficacité en fait liée à l'ATM. Et donc là, on arrive autour de 4-5 d'amélioration avec tout ce qu'on a déjà mis en place. Qui sont déjà acquis. Voilà, mais pour arriver au reste, bon, le constat, c'est qu'on fait les fonds de tiroir. Il faut vraiment essayer de trouver de l'optimisation là où on peut. Et là, ça ne prend pas en compte le non-CO2. Alors, pour le trafic aérien, je pense qu'il faut séparer deux choses. Tout ce qui est non safety critical, donc non sécuritaire, par rapport à tout ce qui est sécuritaire. Tout ce qui est monde ouvert, ça va très très vite. Donc les données sont partagées, nous-mêmes Eurocontrol, on a une gateway, on partage les informations avec les universités pour pouvoir faire des études de trajectoire, etc. Le monde ouvert, côté cockpit, ça avance très très vite. Voilà, c'est du free play, donc tout le monde peut jouer. Le monde sécuritaire, c'est complètement différent. Donc tout à l'heure, je vous ai entendu parler d'agents, etc., de niveau 3. On est au niveau moins 50. et c'est là aussi où on peut avoir des gains. Et là, je pense par exemple, un sujet qui, je pense, est très prometteur, sur tout ce qui est traité de condensation. Parce que là, il va falloir entraîner des modèles pour pouvoir anticiper l'évolution des conditions qui génèrent des traînées de condensation. Et là, clairement, certains disent que c'est le contributeur majeur, certains disent que c'est moyen, mais en tout cas, si on arrive à le faire, ça permettra d'avoir un impact majeur sur l'environnement. L'autre côté, le côté opérationnel, je parlais du speech to text pour les contrôleurs. Il y a un chercheur du DLR, Helmut, qui a essayé, juste pour faire rire les gens, de faire écouter Siri une conversation entre un pilote et un contrôleur. Ça donne rien du tout. Ça donne du n'importe quoi. Pourquoi? Parce que les modèles qui sont derrière ne sont pas entraînés à écouter de la phraseo aéronautique, tout simplement. Et donc, on doit aussi, pour fabriquer des solutions ATM, aussi entraîner les modèles nous-mêmes avec notre phraseo, parce qu'à la clé, pourquoi c'est super dur d'avancer là-dessus, au-delà du problème de certification et de safety, il y a aussi le problème de créer la confiance. La confiance entre le contrôleur aérien et ce qui est sorti par la machine. C'est valable aussi pour les personnes qui vont valider le design de le siège qui va évoluer. Est-ce que je peux faire confiance à cette étude? Est-ce que je peux signer moi-même que ça c'est bon? Parce qu'après, l'IA ne va pas aller en prison. C'est moi. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut faire la différence entre les optimisations qui sont dans le monde ouvert et les optimisations qui sont dans le monde de sécurité. Je me souviens, un pilote d'essai Airbus, il disait que le futur, c'était un cockpit qui a un gros iPad, parce que ça va aller beaucoup plus vite en termes d'innovation pour améliorer les opérations que d'aller taper dans le dur et de faire certifier tout ça. Tu as parlé de confiance. Maxime, je me tourne vers toi, parce que toi, tu m'as parlé de IA de confiance. Oui, absolument. Effectivement, l'IA de confiance, comme tu l'as très justement dit, c'est un élément clé dans le domaine de l'aviation. Et à la fois pour des raisons de safety, sur le design des systèmes critiques, et aussi dans le cadre de la gestion des opérations, plutôt du côté de l'acceptabilité des utilisateurs finaux. Donc ça, c'est vraiment des enjeux de demain pour l'industrialisation des systèmes d'IA dans le domaine aéronautique. Et aujourd'hui, il y a malgré tout des solutions qui sont en train d'être
malgré, je veux dire, le moins 50, on est peut-être dans certains domaines assez... enfin, on est encore au niveau, disons, en parlant très concrètement, au niveau de TRL assez faible. Donc c'est encore des sujets de recherche, notamment pour les systèmes embarqués et les systèmes critiques. Mais on avance de plus en plus sur ces sujets de certification de l'IA et d'explicabilité et de robustesse des modèles. Alors, il y a deux sujets, parce qu'il y a le sujet de l'IA classique avant l'arrivée de la GenAI et des énormes modèles, où en fait par la traçabilité finalement de tout le cycle de vie de la donnée en incluant les systèmes d'IA, ça nous permettait d'avoir quand même un contrôle assez end-to-end finalement de tout le système à base d'IA. Et donc, on arrivait à avoir de l'explicabilité, on arrive toujours à avoir de l'explicabilité, de la robustesse. On a des travaux, par exemple, dans le programme Confiance.ai, pour lesquels on est partenaire, notamment avec Airbus. Et voilà, donc il y a des travaux qui permettent de répondre à ça. Aujourd'hui, maintenant, dans le domaine des très gros modèles, il y a de nouveaux enjeux qui apparaissent et il y a un nouveau domaine de recherche qui est spécifiquement sur l'adaptation des small model language, plutôt que les large model language, à des systèmes d'entreprise ou des systèmes d'organisation particulière. Donc ça, c'est un vrai enjeu de demain. Basculer sur des systèmes SML adaptés à un secteur particulier pour garder, on va dire, le contrôle sur la traçabilité de cette donnée dont je parlais tout à l'heure. Également, un deuxième levier sur cette IA de confiance, ça va être des modèles hybrides, où on va un peu sur le modèle agent, mais on va avoir non seulement des agents type LLM, mais aussi des agents de type, ce qu'on appelait à l'époque, un symbolique AI, qu'on peut contrôler. Et de fait, on garde un contrôle sur le flux de la donnée. Donc ça, c'est des sujets encore aujourd'hui de recherche, ou en tout cas de R&D, mais sur lesquels voilà, c'est vraiment un enjeu pour demain, pour l'industrialisation des systèmes d'IA. Une dernière question sur les questions de sécurité. On va revenir sur Fabrice. Et vous voyez venir, les questions de sécurité. On a un contrôle qualité qui a l'air d'être irréprochable chez Airbus. Qu'est-ce que vous avez fait dans les dernières années pour que ce soit irréprochable? Je ne vais pas faire de polémique. Ouais, c'est très polémique. Alors, ce qui est intéressant quand on relie cette question à la question de l'IA, je pense que Marouane l'a dit, c'est la question de la confiance. L'exemple de Siri, je pense qu'on peut en débattre, parce que Siri, la techno, elle a 15 ans. Je pense qu'on prend des dernières technos de speech to text. Je serais curieux de voir si les contrôles aériens, ils ne font pas confiance au système. Mais une fois qu'on fait confiance, il y a le risque de la complaisance. Donc, typiquement sur la qualité, on a un exemple, nous en interne, d'un endroit où on a aidé vraiment, je pense, à optimiser une partie d'un processus. Et on a augmenté la qualité grâce aux efforts. Mais en même temps, il faut que les nouveaux compagnons qui viennent qui viennent travailler sur les usines et qui viennent utiliser ces systèmes, ils n'oublient pas les principes fondamentaux de ce qu'ils vont faire. Parce que le jour où le système tombe pour une mauvaise raison, il faut pouvoir continuer à faire, il faut que ça marche. Et ça veut dire qu'il faut qu'on se pose beaucoup de questions sur l'adoption, et tu as parlé de confiance AI, pour moi ça va même au-delà de ça, c'est vraiment sur cet angle d'IA responsable, absolument responsable, c'est-à-dire que je suis un designer de système IA, avant même de penser à mes algos, je pense à comment mes utilisateurs vont exploiter et vont adopter ce système. Et comment est-ce qu'il faut que je transforme leur vie autour de ces systèmes pour que ça reste pérenne, qu'ils ne deviennent pas complaisants. Parce qu'on voit tous le risque, et moi en premier, où on livre un super système qui apporte des réponses qui sont 98% du temps vraies, enfin même 80% du temps vrai, et à la fin nos collègues ils cliquent et ils réfléchissent plus. Et c'est un vrai danger. Alors on peut en parler 40 heures de ça, c'est peut-être ce qui nous anime le plus dans nos équipes aujourd'hui, mais les fondamentaux c'est avoir des processus et des façons très strictes de designer les systèmes, un contrôle de comment on les design aussi qui soit strict, et avoir beaucoup d'éducation. Pas juste déployer un système comme un système informatique, comme n'importe lequel. Il faut beaucoup d'éducation autour pour que l'adoption elle se fasse de façon intelligente. Mais c'est que le début, je pense qu'on n'a pas encore vu toutes les difficultés de vraiment aller jusqu'au bout du chemin. Et sur la chaîne d'assemblage elle-même, est-ce qu'il y a, je sais pas, des caméras qui vont voir qu'il n'y a pas de micro-fissures, que tout est bien aligné, que les vis sont bien serrées? Ça fait partie des cas d'usage qu'on commence à essayer de déployer. Donc il y a plein de démonstrations que ça peut marcher de façon locale. Après c'est comme tout, il faut trouver un modèle économique pour que ça passe à l'échelle d'une entreprise et que ça apporte vraiment quelque chose. Parce que la surqualité, c'est pas forcément non plus un avantage. Mais rien ne remplace la discipline. On peut mettre toute l'IA qu'on veut, rien ne remplace une bonne discipline dans les usines. Justement, la question de la monétisation, j'ai envie de dire,
peut-être une dernière pour Grégory, mais qu'est-ce qu'on attend globalement en volume, en quantité, en milliards d'euros, en milliards de tonnes de CO2 économisées, de l'IA et des big data jusqu'à maintenant, mais de l'IA globalement. Alors, juste un mot sur la sécurité, juste avant de répondre à ta question. Sur la sécurité, je pense qu'effectivement, il y a tout le champ de recherche qui est clé. On essaie d'avoir des mécanismes de transparence, de comprendre effectivement avec plus de certitude les raisonnements des modèles et ainsi de suite. Au-delà de ça, il y a aussi des facultés d'utiliser ces modèles, comme l'a dit justement Fabrice, en simplement réfléchissant en tant qu'humain au contrôle qu'on va mettre en place. Il y a plein de dispositifs, on a simplement mis des contrôles, on ne sait pas forcément techniquement comment ils pourraient marcher derrière. Nous, en utilisateur, par contre, on met en place des dispositifs de contrôle déterministiques qu'on a définis nous-mêmes. Et en réfléchissant comme ça, on peut quand même continuer à utiliser cette technologie en lui donnant un cadre où de toute façon, elle est bloquée à un moment donné par une décision qui est humaine, qui a été déterministe, ou sinon par un humain lui-même qui intervient à ce moment-là. Okay, ça, c'est canalisable à l'heure actuelle. En plus de ça, on peut aussi utiliser la technologie pour se challenger elle-même et fournir un rapport de son auto-challenge. Okay, c'est-à-dire qu'en gros, elle va elle-même challenger les résultats qui ont été fournis et dire bah tiens, c'est bizarre, moi je trouve d'autres choses, donc regardez. Okay, ça, c'est autant de triggers qu'on va pouvoir amener à une personne qui va pouvoir vérifier. Donc c'est simplement pour donner ça quelques éléments. Sur après le potentiel de transformation, je ne vais pas pouvoir vous donner de grands chiffres, il y en a plein dans des études Accenture que vous pouvez regarder sur notre site, qui donnent en fait l'impact potentiel de transformation des différents process, les gains attendus en termes d'économie, les gains aussi attendus en termes de conquête de marché aussi, de part de marché. Ce qu'il faut voir, c'est que pour y arriver, il n'y aura pas d'autre choix que de décloisonner, une fois de plus, l'accès à la donnée. C'est pour ça que j'aimais beaucoup l'intro sur le big data à la base. Le seul moyen de tirer de la valeur de tout ça, ça reste bien sûr de réfléchir à un service qui doit devenir de plus en plus invisible, c'est-à-dire de se dire que le service, il tourne en background, on ne le voit pas forcément, il fait des choses, et il nous sollicite quand c'est important, mais en parallèle, d'avoir que ce service, il ait la capacité de systématiquement utiliser tout le patrimoine informationnel de l'entreprise. Et c'est là, en fait, on crée de la valeur. Donc, ça a l'air d'être un grand concept, on pourra en reparler tout à l'heure si vous le souhaitez, on va manquer de temps là, mais voilà, ça se décline à l'infini sur tous vos processus. Il faut embarquer ce point-là le plus rapidement possible. Pourquoi ? Parce que d'autres acteurs, parfois plus petits que vous, parfois plutôt dynamiques ou plus digitaux, auront cette capacité, parce qu'ils n'ont pas de silo actuellement. Et donc, eux vont tout directement pouvoir utiliser cette technologie. Et donc, il est important de remonter le message au leadership dans vos entreprises, bien sûr, pour pouvoir essayer de casser ces silos et avoir après cette capacité de transformation. Et c'est là, après, on va rencontrer un certain nombre de difficultés, de problèmes, de contrôle, de maîtrise. Mais au moins, on est confronté à la réalité et on arrive après à avoir vraiment ce point. Je vous donne juste un petit exemple juste d'Accenture pour finir. Juste sur des sujets très simples comme le marketing. Nous, le marketing, une campagne marketing, on l'a passé de plusieurs semaines à quelques jours. Voilà, c'est aussi simple que ça, en utilisant cette logique agentique. Clôture financière, on a gagné des jours sur notre clôture aussi. On génère une grande partie de notre rapport annuel aussi avec l'IA générative. Pourquoi ? Parce qu'on a mis des agents qui vont récupérer de l'info, qui génèrent automatiquement des alertes, qui vont activer nos contrôleurs financiers directement, ainsi de suite. Donc c'est autant de sujets qu'on arrive finalement à travailler maintenant. Merci. On va prendre peut-être quelques questions du public. J'ai quand même une dernière question parce que vous avez parlé de monétisation. Alors, on voit bien l'avantage pour ceux qui vont appliquer ces cas d'usage sur lesquels il y a des améliorations, mais finalement, une start-up, je ne sais pas comment tu te qualifies encore, Alexandre, votre business model, c'est de partage de valeur 50-50 avec la compagnie, on vous fait économiser temps, etc. Parce qu'il y a des coûts d'infrastructure qui semblent colossaux. À chaque fois qu'on parle d'IA, de big data, il faut des moteurs, enfin, faut quand même de la data, du physique, pardon, derrière. Comment est-ce que ça fonctionne ? Oui, la base, c'est de donner de la valeur au client. Et dans ce cas-là, on peut en prendre une partie. Nous, on a un modèle quand même où on veut que les prix soient assez clairs et assez simples. Donc, c'est un modèle d'abonnement basé sur le nombre d'avions. Par contre, on a défini un pricing qui était vraiment proportionnel aux tonnes de CO2 qu'ils économisent. Nous, c'est notre premier indicateur. Ça a l'avantage d'être proportionnel au fuel qu'ils économisent et donc au dollar ou aux euros qu'ils économisent. Et récemment, je regardais une corrélation entre le CO2 que les clients économisent et nos revenus. C'est parfaitement corrélé. C'est un coefficient de 0,95. Donc, je dirais le business model est construit comme ça. Donc, c'est un partage, en effet, de la valeur. Et après, oui, plus on va développer des fonctionnalités, plus ça va être coûteux en termes de développement, plus ça va être coûteux en termes d'infrastructure. On a des factures cloud qui sont assez chères, hein, mais c'est parce qu'on va chercher aussi de l'efficacité supplémentaire. Et il y a un rapport entre
le coût, nos propres émissions de CO2 d'ailleurs qu'on regarde, et les émissions de CO2 évitées qui est de 1 pour 3000. Et donc, en fait, ça justifie qu'on aille chercher plus de puissance parce qu'on va restituer des gains supplémentaires. Je me permets de rebondir. Ouais, ça marche. Ouais, ça. Je me permets de rebondir parce que je suis tombé sur une étude dernièrement et les gens commencent à être attentifs sur l'impact CO2 des recherches qu'on fait sur Internet et l'impact CO2 d'un prompt sur comment ça s'appelle, ChatGPT ou autre. Et donc, oui, il faut aussi regarder son propre impact carbone de faire tourner tous ces serveurs pour pouvoir fournir ce service, effectivement. Et globalement, tu as fait gagner combien de tonnes de CO2 ? Alors, l'an dernier, nos clients ont économisé 1 400 000 tonnes de CO2 en utilisant Skybrief. Et c'est considérable parce qu'en fait, c'est 7 fois plus que toute l'industrie du SAF, que ce que toute l'industrie du SAF a permis d'économiser l'an dernier. Alors évidemment, le SAF va prendre le devant, mais ça veut dire que, et on a une empreinte carbone, je ne sais plus, c'est 400 tonnes au niveau de l'entreprise, en comptant les déplacements et les data centers. Donc, on fait aussi attention à la réduire, on fait aussi attention à essayer de faire du green IT, mais voilà, quand il y a un rapport, quand il y a un effet de levier entre ce qu'on investit en plus d'IT plus performante et l'outcome, qui est les économies des avions, il ne faut pas trop hésiter, quoi. Il faut se rendre compte, je crois que c'est 1 milliard de tonnes équivalent CO2 sur le secteur aérien. Si tu fais déjà 1,5 million de tonnes avec juste 60 compagnies, qu'attendent les autres ? Bah, je vais te prendre comme commercial. Non, mais oui, bien sûr. Et il y en a de plus en plus, on augmente assez vite. Et oui, on s'est donné 5 millions de tonnes comme objectif d'ici 4 ans. Okay. Et pour Airbus, vous êtes aussi sur la dimension écologique, est-ce que c'est vraiment un tracteur de marché pour vous ? Alors, c'est une nécessité, Ouais. c'est une nécessité absolue. Mais sur les questions que vous évoquiez, et que Marwan pointait du doigt, pour nous, c'est aussi une des clés dans les choix stratégiques d'une techno ou d'une autre, c'est de regarder la facture complète en incluant ça. Mais après, bien sûr, on va être très honnête, si on arrive à réduire les émissions générées par nos produits grâce à de l'IA, faisons des tonnes d'IA pour optimiser le design, faire des avions qui consomment beaucoup moins d'énergie. C'est pas la consommation cloud qui va contrebalancer les gains qu'on a apportés en faisant que nos avions émettent moins. C'est complètement évident. Quand on le voit dans le split scope 1, scope 2, scope 3, pour ceux qui connaissent, on le voit de façon évidente. Encore faut-il arriver à trouver les endroits où c'est vrai, où ça marche, et c'est pas si facile que ça. Enfin, Alexandre essaye depuis des années avec des super produits. On voit bien que c'est pas si simple que ça. Si on avait des clés magiques, on les aurait déjà déployées et les avions, on les vendrait demain. Hein. Et la coopération que vous avez en termes d'industrialisation de ces bonnes idées, Airbus est autonome. Alors, je sais que vous travaillez évidemment avec notamment Accenture et Soprasteria qui sont ici présents, mais les idées viennent de vous et ensuite vous allez travailler à leur développement, ou alors il y a aussi du venant des compagnies aériennes ou de vos partenaires ? Ah oui, c'est un énorme écosystème et là on touche un domaine que je connais un peu moins mais qui va aussi vraiment dans le fond des activités de recherche d'Airbus au niveau européen ou au niveau souverain. C'est un écosystème tout entier et je pense que la clé pour que cet écosystème fonctionne mieux, c'est ce qu'on a un tout petit peu évoqué il y a quelques temps, ce serait un peu plus d'open data. Alors on comprend tous la safety et les enjeux de la safety, mais on se rend compte dans nos domaines, plus on partage de données, plus on est ouvert, plus on a des gens brillants qui ont des bonnes idées, qui puissent ensuite être mises en commun pour aller accélérer vers un bien commun qui serait optimisé. D'ailleurs, pour la safety, il y a je t'avais dit, Alexandre, il y avait une initiative similaire pilotée par l'IESA et les airlines sur la safety. Donc, c'est le partage de données pour récupérer un data lake qui permet de voir des mauvaises habitudes au niveau safety, par exemple des avions qui seraient trop rapides sur une arrivée quelque part, et donc de partager les bonnes pratiques. Et donc ce que tu essaies de faire sur la partie sustainability, green, se fait aussi par ailleurs avec Data for Safety de l'IASA. Juste pour info, Grégory, ouais, juste pour info, on a la capacité également de faire ce qu'on appelle du federated learning, donc d'apprendre aussi, d'entraîner des modèles sans partager les secrets de ces données. Donc c'est aussi quelque chose qui peut s'organiser. On garde ces données et on partage finalement le fait de créer un modèle qui sera commun à tous, mais en ayant chacun gardé ses données. Après, on peut essayer des modèles. Donc c'est des choses qui peuvent s'organiser. C'est un peu complexe à faire, mais techniquement, ça existe. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans le public ? Si on arrive à finir à l'heure, ce sera quand même exceptionnel. Une dernière. Alors je peux poser la question de la monétisation chez Airbus. Ah pardon, il y en a une. Merci beaucoup pour votre présentation. Ma question c'est pour Monsieur Fauré.
En fait, par rapport au business model, quand on parle du business model, c'est on parle par l'argent. Donc, et après, vous parlez par rapport au partage de données entre vous et compagnie aérienne. Au début, comment ça a été marché, en fait, pour vous confiance, sans avoir les données, comment ça roulait au début pour gagner la confiance de compagnie aérienne? Alors, il y a le partage de données entre compagnies aériennes où c'est venu qu'après et c'est toujours qu'une option que j'appelle une opt-in, quoi. Ils doivent être volontaires là-dessus. Et ça, on ne le fait pas payer d'ailleurs, hein, parce que nous, on n'a jamais décidé de faire un commerce des données. Donc les premières, on leur a dit, bah, vous nous partagez vos données, les vôtres, on les partage avec personne, on fait tourner du modèle et on vous donne des préconisations. Et en fait, c'est ça qui leur fait réduire leur consommation de carburant. C'est les préconisations qu'on leur donne sur leurs opérations, sur leur flotte, sur leur réseau. On les accompagne pour qu'ils les mettent en œuvre, et dès qu'ils les mettent en œuvre, ils vont réduire leur consommation de carburant, ils vont réduire leurs empreintes carbone, et ils vont économiser de l'argent. Et c'est ça le business model, en fait. On leur vend un ROI qui est très fort et très évident. Comment Le premier, comment il t'a fait confiance? Bah, le premier, d'abord, il a travaillé dans le cadre d'un projet de recherche européen. On avait fait avec l'ENAC d'ailleurs. Hein. Donc, la boîte, on avait travaillé avec Estelle, et issu de ça. Et donc, la confiance, elle s'est faite là, en fait. Donc, au début, il y a eu un partage de données de certaines données dans le cadre de ce projet. Nous, on a fait tourner des algos, etc. Et on est allé voir le chief pilote et on lui a dit, là, est-ce que tu fais ça? Est-ce que tu fais ça? Et on lui a appris des choses, en fait. On lui a appris des choses sur ses propres opérations. Et du coup, il a changé certaines choses. Il a rappelé au pilote, voilà, on pourrait faire de l'aerial reverse plus souvent, dans telles conditions. Et on a observé qu'un mois après, 2 mois après, ils avaient économisé de l'argent. Et donc là, on s'est dit, on a un truc, on a appris grâce aux données des choses à la compagnie aérienne, de ses propres données. On lui a donné un service, il l'a mis en application, il a économisé. Donc après, on a fait quelque chose de beaucoup plus massif, beaucoup plus industriel. Et puis, on a fait un calcul assez simple de ROI en disant on a confiance qu'avec tout ça, tu vas faire tant de progrès. On l'a fait l'exemple sur une bonne pratique. Et il a signé, il est toujours avec nous. C'est de la recherche européenne. Tu as le droit de donner des exemples de compagnies aériennes? Oui, bien sûr. D'ailleurs, sont presque toutes. Enfin, certains ne veulent pas, mais la plupart sont sur notre site web. Donc nous, ce fameux client de lancement, c'était Transavia, qui était dans ce projet européen. Maintenant, on a à peu près tout le pavillon français. On a donc Air France, Air Caraïbes, Corsair, mais on a EasyJet, on a des low cost en Inde, enfin, Coréen, on a des compagnies dans plus de 30 pays. On a des compagnies qui ont 4 avions, RTIT Nuit, je crois qu'ils ont 4 avions, et Indigo, ils ont 450 avions. C'est là l'intérêt, je pense, des projets européens. Et là, on est en France, il y a l'ENAC, et je pense qu'il faut y aller. Hein. Il faut y aller, il faut proposer des projets. Pierre, tu as mentionné le projet César, le projet Clean Sky. Il y a plein de possibilités de financement qui sont disponibles au niveau européen. Et je suis... Avant, je disais, je suis pas content de ne pas voir souvent des projets proposés par la France ou l'ENAC, mais maintenant j'en vois de plus en plus et je pense que c'est bien d'utiliser ces possibilités pour peut-être aussi créer des business à l'américaine et créer des labs et sortir des produits qui pourraient demain faire des grands succès. Je confirme, il faut oser. Nous, on avait répondu à un appel à projet à l'époque. La boîte, je ne sais pas, on était peut-être 6-7, on était... J'ai appelé mon téléphone, j'ai appelé l'ENAC, le labo du transport aérien parce que je savais qu'ils étaient bons, j'ai appelé les compagnies aériennes, ils ont fait confiance. Mais la valeur du projet, c'est pas, il ne faut surtout pas y aller pour la subvention. La subvention a été utile, mais la valeur du projet, c'est surtout de créer une communauté. C'est intéressant, c'est qu'on parlait des chercheurs, on avait accès avec des pilotes, ils nous ont donné partagé des données, on leur a appris des choses, on a dit comment ça se passe vraiment, c'est faisable, etc. Et c'est ça. Et d'ailleurs, ces gens sont devenus après des partenaires. Donc, si je reprends les 2 que j'ai cités, Transavia, ça a été notre client lancement. C'est le client lancement maintenant de Skyway Van Born. Enfin, ils ont beaucoup, on travaille toujours avec eux. L'ENAC,
Maintenant, on a embauché, je sais pas, une quinzaine, une vingtaine d'ingénieurs de l'ENAC, parce que Estelle, avec qui on a travaillé, a dit à des élèves, bah, tu devrais peut-être aller voir Open Alliance, personne ne nous connaissait, et on les a toujours. Donc c'est la relation. Bonjour. Vous avez parlé du partage de la donnée et de la technologie Federated Learning pour entraîner un modèle sur plusieurs sources de données en gardant la confidentialité. Ma question, c'était est-ce qu'il y a des use cases où cette technologie elle est utilisée? Et si c'est le cas, c'était quoi les principaux défis, que ce soit en réglementation ou bien en termes aussi de sécurité? Car il y a forcément des communications, des modèles entre les différentes parties prenantes et il y a un risque de cyberattaque ou bien de quoi que ce soit sur ces modèles entraînés pour faire une sorte de reconstruction des données. Et est-ce que vous avez rencontré ces défis-là ou pas? Je ne sais pas vous répondre dans l'aérien parce que je ne connais pas de cas d'usage là déployé avec ce type de fonctionnement. Il y en a peut-être. Dans l'absolu, c'est un mode, j'ai dire, qui peut être activé. Comme tout, il faut le faire comme il faut, avec les bons algorithmes de sécurité, avec les bons chiffrements et ainsi de suite. Ça se fait. Répondre à votre question, c'est pas si simple. Ça se fait. Il y a les moyens de le faire. Ce qui est complexe, c'est souvent, en général, quand on cherche un algo, on cherche un avantage compétitif. Et donc, c'est pour ça que c'est assez peu utilisé, parce que globalement, chacun va vouloir plutôt son propre algo pour être un peu meilleur que l'autre. Donc, c'est pour ça que malheureusement, des projets communs sont un peu plus durs à trouver. Maintenant, on a évoqué plein de sujets qui sont des sujets autour de l'ESG, la sustainabilité, autour de la sécurité, sur lesquels ça devrait être en théorie un no-brainer, mais bon, pour l'instant, moi, j'en connais pas en tout cas. Ce que je sais, c'est que par exemple pour l'IASA, avant, dans les systèmes classiques, c'est le Development Assurance. Donc, est-ce qu'on a bien développé, on a respecté toutes les règles de développement? Est-ce qu'il n'y a pas de boucle bizarre dans le code? Pour l'AI, je pense que Fabrice en sait beaucoup plus que moi, il y a le principe du Learning Assurance. Donc en gros, quand il y a la certification du système, c'est pas juste voir le résultat sur des cas tests, mais aussi s'assurer que la chaîne qui mène au produit final respecte les règles je dirais de sécurité informatique pour qu'il n'y ait pas de data poisoning. Donc les data de training sont bien les bonnes data. Donc c'est ça le nouveau principe de certification des systèmes safety critical de l'aviation. Je peux peut-être juste apporter une toute petite précision. À l'époque où je travaillais dans le domaine, on avait pas mal parlé des maintenances prédictives. Et effectivement, à ma connaissance, les Air France Industrie, Lufthansa Technics, etc., ils avaient obtenu l'autorisation de leurs utilisateurs de pouvoir collecter et, je ne vais pas dire fusionner les données, mais pour trouver les occurrences. Une panne sur une pompe à carburant sur A380, quand on analyse sur 25 avions plutôt que 8, forcément on arrive plus vite à trouver des occurrences qui permettent de définir 2 semaines à l'avance, cette pièce va tomber en panne. Et donc je sais qu'il y a eu des cas dans lesquels ils avaient travaillé à mettre en commun des données qui venaient de différentes compagnies aériennes, mais toutes les dimensions juridiques, je ne saurais pas le dire. Mais en tout cas, je sais que ça a eu lieu. Actuellement, on voit d'ailleurs plus de tentatives, enfin plus de travail sur la génération de données synthétiques pour traiter ce genre de cas, plutôt que d'essayer de faire du partage. Voilà. Parce qu'il y a un autre moyen aussi de traiter des problématiques en générant de faux défauts, et en générant du signal comme ça. C'est des choses qui sont beaucoup dans la détection de défauts dans l'industrie notamment. Il est 16h. Merci à tous. Merci à tous pour le panel.